tant de cerises. C'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et ta main forte, une en mettant offerte, ne saura jamais calmer ma douleur. J'aimerais toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Sans Dieu, sans maître, sans publicité. La voix de la Fédération anarchiste, je répète. Vous écoutez l'émission à Racaille, enfin, c'est l'émission à Racaille qui se met en route, en tout cas, pour une émission qui sera consacrée à la gravure dans tous ses états, si on peut dire, au Petit Palais, de Goya à Redon. Voilà. Oui, vous verrez pourquoi tout à l'heure. Bon. Vous venez d'écouter évidemment Le Temps des Cerises, interprété par ce groupe mythique de Noir Désir. Et puis nous allons essayer de porter en tout cas un regard un peu en marge sur l'art, ce qui est pas fastoche du tout, et aussi dénoncer les sales coups de la politique politicienne. Ça c'est assez fastoche, et en ce moment avec la COP21 il y a de quoi faire. Voilà. Une petite citation pour la route, elle est du camarade Charles Baudelaire, dans Les Fleurs du Mal. Bien qu'on ait du cœur à l'ouvrage, l'art est long et le temps est court. C'était le camarade Charlie Baudelaire qui vous disait ça dans le poste. Voilà, bonjour tout le monde. Je vous rappelle le numéro du studio pour nous joindre pendant les pauses musicales, le 01 43 71 89 40. Tu veux bâtir des cités idéales, détruis d'abord les monstruosités. Gouvernement, casernes, cathédrales, qui sont pour nous autant d'absurdités. Dès aujourd'hui, vivons le communisme, ne nous groupons que par affinité. Notre bonheur naîtra de l'altruisme, que nos désirs soient des réalités. Debout, debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté. C'est reculer que d'être stationnaire, on le devient de trop philosopher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Empare-toi maintenant de l'usine, du capital, ne sois plus serviteur. Reprends l'outil et reprends la machine, tout est à tous, rien n'est à l'exploiteur. Sans préjugés, suis les lois de nature et ne produis que par nécessité. Travail facile ou besogne très dure n'ont de valeur qu'en leur utilité. Debout, debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté. C'est reculer que d'être stationnaire, on le devient de trop philosopher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. On rêve amour au-delà des frontières, on rêve amour aussi de ton côté. On rêve amour dans des nations entières, l'erreur fait place à la réalité. Où est la patrie est une baliverne, un sentiment doublé de lâcheté. Ne deviens pas de la viande à caserne, je ne conscris, mieux te vaut déserter. Debout, debout,
compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté. C'est reculer que d'être stationnaire, on le devient de trop philosopher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Quand ta pensée invoque ta confiance, avec la science, il faut te concilier. C'est le savoir qui forge la conscience. L'être ignorant est un irrégulier. Si l'énergie indique un caractère, la discussion en dit la qualité. Entends, réponds, mais ne sois pas sectaire. Ton avenir est dans la vérité. Debout, debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté. C'est reculer que d'être stationnaire, on le devient de trop philosopher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Place pour tous au banquet de la vie, notre appétit seul peut se limiter. Que pour chacun la table soit servie, le ventre plein, l'homme peut discuter. Que la nitro, comme la dynamite, soit là pendant qu'on discute raison. Si les besoins, renversons la marmite, mais de nos mots hâtons la guérison. Debout, debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté. C'est reculer que d'être stationnaire, on le devient de trop philosopher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Donc c'était Marc Augeret qui interprétait le triomphe de l'anarchie. Obscurantisme qui tuait le bleu, blanc, rouge, meilleur ou plus fort que le drapeau noir de Daesh. Bien sûr, bien sûr. Vous savez, le drapeau rouge, dans l'histoire, il a dû s'imposer contre d'autres couleurs. D'abord, contre le drapeau rouge. Lamartine, chef du gouvernement en 1848, disait que le drapeau rouge n'avait été que... C'était déjà quelque chose, n'avait été que tout autour du champ de Mars, rougi par le sang du peuple. Et que par conséquent, il fallait préférer le drapeau tricolore qui était celui des soldats de l'an 2. Et puis il y a eu le drapeau blanc, qui est celui de la monarchie, dont on a triomphé dans les années 1870. C'est parce qu'il exigeait le drapeau blanc que l'héritier des rois n'a pas pu s'installer sur le trône et que la République s'est installée. Puis le troisième succès, c'est évidemment le drapeau noir qui nous ramène aux années 1890, où les anarchistes ont apporté en France beaucoup des aspects de la terreur que les djihadistes essayent de nous imposer aujourd'hui, des bombes dans les gares, des bombes dans les partout. Et par conséquent, il a fallu dès ce moment-là établir un curseur entre le souci des libertés publiques et le souci de la protection naturelle d'une société. C'est une question. Oui, vous êtes évidemment sur Radio Libertaire, vous écoutez l'émission à Racaille, et c'est le presse-papier qui concerne justement, en partie en tout cas, je vais en faire trois morceaux, si on peut dire ça comme ça, c'est pas des morceaux de musique, mais ben, là c'est pour répondre à Monsieur Jeannonnet, un historien, enfin... qui fait de l'histoire à sa façon, un ancien homme politique, secrétaire d'État sous Mitterrand, secrétaire d'État sous Mitterrand 2 fois, je crois, une fois avec le gouvernement de la Cresson et une fois avec le gouvernement du Bérégovoy. Vous voyez le genre, un socialiste bon teint.
et qui se pique d'histoire. Il est historien, il est agrégé d'histoire ou de philosophie, je sais plus très bien. Oui, je m'en tape un peu, parce que quand on sort des énormités comme ça, qu'on ose faire un amalgame entre le drapeau noir des anarchistes et le drapeau noir de ces oiseaux sanguinaires de Daesh, je trouve que là, c'est pousser le bouchon un peu trop loin, Maurice. Vois-tu, Jean-Noël, hein. Voilà, c'est invraisemblable, si vous voulez, ces espèces d'insinuations chafouines. Ça revient toujours, c'est un éternel, comment on appelle ça, éternel lézard, quoi. C'est dans les tiroirs tous les fonds de tiroirs de la presse capitaliste. Ils ressortent à chaque fois, voyez. Ouais, là, on peut préciser qu'on était sur Europe 1 avec El Kabash. Oui, avec El Kabash. Taisez-vous, El Kabash, disait le camarade Georges, hein, et l'autre il a fermé, tout péteux. Bon, voilà. Alors quand on a entendu ça avec ma camarade Péchekou, on a bondi au plafond, on s'est fait 2 bosses chacun. Voilà, parce que si vous voulez, il y a absolument aucun rapport déjà dans les motivations qui ont fait que les anarchistes ont repris, si on peut dire, ont pris les armes par la propagande, par le fait. Voilà. Ça a duré quelques années où ils ont fait sauter des choses. ils utilisaient la dynamite avec le camarade Ravachol aussi qui était de la partie. Enfin bref, mais leur motif c'était quand même, si vous voulez, de répondre à l'exploitation éhontée du grand capital sur les classes populaires. Hein, souvenez-vous de Fourmi, le massacre des ouvriers à Fourmi. Souvenez-vous les morts dans les mines. Il faut relire Germinal de Zola. Il faut relire et puis pas que Germinal de Zola, parce qu'il y a aussi les mines de Belgique là, comment on appelle ça, le borinage. Le borinage, voilà, c'est ça exactement. Van Gogh, on a tiré quelques images terribles, et puis d'autres artistes du Nord aussi. On vous en parle depuis un certain temps, ces artistes du Nord, voilà. Donc les anarchistes, ils faisaient la propagande, ils avaient si vous voulez, pris ce chose de propagande par le fait, en volant, en pillant les bourgeois, etc. Faut se souvenir des travailleurs de la nuit, Marius Alexandre Jacob, bon, on a cité Ravachol, il y en a eu d'autres, hein. Mais on a fait sur le net, on l'a trouvé, si vous voulez, après quelques recherches, avec mes camarades, c'est surtout mes camarades d'ailleurs, elle est plus maligne que moi pour ces choses-là. On a trouvé un décompte historique des dégâts commis par les anarchistes au cours de ces années un peu difficiles. Eh ben, si vous voulez, simplement ce qu'a fait Daesh, soi-disant, enfin c'est eux qui revendiquent ces attentats à Paris et ailleurs, c'est vraiment peanuts, quoi. On déplore évidemment nous les morts humaines, qu'elles soient capitalistes, qu'elles soient de toute nature, mais enfin bon, il faut quand même pas être complètement borné et se souvenir qu'en regard des pertes humaines du monde du travail, ce que les anarchistes ont prélevé dans le monde du capital, c'est vraiment rien du tout, et que leur intention n'était pas des intentions, si vous voulez, mercantiles ou je sais pas, religieuses. Ils n'ont jamais tué des femmes, des enfants, ils n'ont jamais fait un massacre comme au Bataclan. Alors je trouve ça un peu fumeux d'essayer d'insinuer que la terreur anarchiste du 19e siècle est comparable à celle, je répète, des oiseaux sanguinaires de Daesh. Ouais, et puis c'est revenu très vite parce que il y a eu donc cette intervention de Jeanneney sur Europe 1. La même semaine, il y avait sur France Inter, il y avait une émission justement où, comme par hasard, on revenait sur ces années d'attentats anarchistes au 19e siècle. Et là, Françoise au téléphone tout à l'heure nous parlait des déclarations de Jean Lebrun, c'est pareil, qui allait immédiatement dans le même sens d'une assimilation complètement dingue tout de suite après ces attentats, quoi. Tout à fait, oui. Et si vous voulez, l'organisation des anarchistes au 19e siècle n'a rien à voir. Ils n'avaient pas une armée de 30 000 hommes, des tanks, des missiles, etc., etc. C'était des individus isolés qui prenaient le manche, voilà, et puis qui allaient jusqu'au bout, parce que
quand ils étaient pris, ils étaient soit exécutés, soit envoyés au bagne. Vous voyez, pour y rester, comme Marius Alexandre Jacob, il a été libéré par De Gaulle, c'est De Gaulle qui a fermé le bagne dans les années 50. Voilà, autrement, il a passé, je sais plus combien, 40 ans au bagne ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc, rien à voir, évidemment, c'est encore une de ces pitreries de pseudo-historiens qui sont teints en rose. Voilà, on est désolé pour la profession d'historien, mais on sait bien que les historiens, la plupart en tout cas, il y en a quelques-uns qui sont à peu près sérieux, mais qu'il y en a beaucoup, ils sont un peu comme les piscopies de la presse aujourd'hui, c'est-à-dire ils vont toujours dans le sens du poil. Voilà. Bon, ça s'est exécuté. Maintenant, on va parler des nervis du Petit Palais, parce que nous en arrivait des bien bonnes, nous, ces temps-ci. J'espère que ça va se calmer, mais enfin, comme il y a encore 3 mois d'état d'urgence, peut-être pas. Il faut pas trop se faire d'illusions. Alors, avec ma camarade, on va au Petit Palais dimanche... Non, vendredi. Vendredi matin pour notre émission d'aujourd'hui. On voulait parler de la gravure fantastique, l'estampe visionnaire de Goya Redon. Et donc, c'est au Petit Palais qu'il y avait une expo. Et alors, on rentre le matin, il faut monter toutes les marches déjà. On arrive, fouille! Ah bon? Alors déjà, c'est pas très plaisant. Et moi, alors, piqué coup pas, parce que une jeune femme alerte et tout ça, une petite blonde et tout, jolie comme tout. Et voilà, elle passe, pas de problème. Moi, fouille, alors, mon sac, ça passe. Et puis le mec, il me dit, mais vous avez un téléphone, des clés, tout ça? Je dis, oui, dans ma pochette. Ah, dans votre pochette? Où ça, votre pochette? Alors, j'entrouvre ma veste, et j'ai une pochette, avec, voilà, qui est pendue autour du cou, et qui pend à mon côté, noir, évidemment. Et le mec, il dit, enlevez la pochette. Ah, je lui dis, non, écoutez, là, ça va. Vous voulez pas que je me mette à poil non plus? Oh là là! Oui, parce que tu avais quand même déjà enlevé ta veste. Oui, j'avais déjà quand même enlevé ma veste. Et puis bon, on voyait mes bretelles rouges et tout. Voilà, je suis pas tout à fait svelte. Ce qui fait marrer. Piqué coup. Enfin bon, je vous en pense, c'est des meilleurs. Et alors, le mec, d'un seul coup, il s'énerve. Chef! Il y a quelqu'un là qui, je sais plus quoi, enfin, qui nous insulte, je sais plus. Enfin bon, un truc invraisemblable. Oui, parce que tu as légèrement monté la voix, mais tout en restant quand même... tout en restant correct. Et effectivement, moi, j'ai eu l'impression de louper un épisode parce que d'un coup, ça a pris des proportions incroyables. Incroyable. Le chef arrive avec une oreillette, vous voyez le genre, quoi. Un beau costard gris, là, ça, hein. Et puis alors lui, il commence à monter encore plus le ton, etc. Ça s'envenimait. Je vous emmène aux flics. Moi, j'ai dit, allez, si, je vous suis. Le mec, il était déjà un petit peu décontenancé. Bon, enfin, bref. Il gueulait toujours, etc. Et puis, il me tutoyait. Alors, il y avait Piquet-Gou qui courait derrière. Vous avez pas le droit de le tutoyer. Vous avez pas le droit de le tutoyer. Alors, bon, alors le mec, il réalisait pas qu'on était ensemble, quoi. Alors, d'un seul coup, il dit, vous êtes avec cet individu malotru? Elle a dit, oui. Ah je vous plains, ma pauvre dame. Et le mec, il commence. Alors, j'ai demandé s'il était marieux aussi. Ça lui a pas vraiment plu. Bon. Et on était sur le chemin de la route pour aller rejoindre les flics. Et puis, alors, il continue à me menacer. J'ai dit, je suis bien content d'aller voir les flics. Ils sont moins cons que vous, ou quelque chose comme ça, quoi. Alors là. Je préfère la police à la police privée. Ouais, je préfère la police publique à la police privée. Mais je suis pas de la police privée, je suis un fonctionnaire du musée. Tu parles. J'ai jamais vu des fonctionnaires du musée de son acabit. Hein. Ça devait être un mec, comme c'était le parcours officiel qui allait au machin, au Bourget, je sais pas quoi. Oui, parce que donc il y avait des keufs partout, c'était bourre sur les Champs-Élysées, vous voyez. Ouais, c'est vendredi matin, c'était le jour J de... Donc je pense que les flics, ils avaient investi tous les bâtiments. Alors évidemment, ils étaient en civil, mais c'est pas un gardien du musée qui m'aurait tutoyé, qui m'aurait traité comme ça. Ces mecs, c'est des gens, c'est pacifique en général. Depuis le temps qu'on fréquente les musées, on n'a jamais vu un truc pareil. Non, c'est vrai que le tutoiement est arrivé très brutalement et avec une insolence. Enfin, il t'a pas touché, mais il y avait quand même quelque chose d'un coup très très violent, quoi, démesuré par rapport à ce qui s'était passé. Enfin, c'est rien, quoi. Et alors, le coup que je lui ai dit que je préfère aller parler aux flics plutôt qu'à eux, et ça l'a complètement, apparemment, d'un seul coup, il a eu un tassement des épaules. Il a fait demi-tour, il s'est barré. Et donc, il nous a laissé là comme deux ronds de flanc sur le boulevard, à Franklin Roosevelt. On est rentré, on a marché dans Paris pour
pour décompresser un peu. Voilà. Ce qui nous a permis de voir qu'il n'y avait aucun drapeau français au final. Ouais, voilà, notre petite récompense, c'est que on s'est enfilé toute la rue de Rivoli jusqu'à où? Jusqu'à Hôtel de Ville. Jusqu'à Hôtel de Ville, et on a compté les drapeaux sur les doigts d'une main, vous voyez. Alors, et dont un tout petit qui était ridicule à un balcon, un petit truc, un format A4, quoi, vous voyez. Voilà, là, alors on a vu aussi des collants, un collant bleu, un collant blanc, un collant rouge en forme de drapeau. On aurait pu voir des calbars aussi. Enfin bref, c'était assez pitoyable et on était très réjouis parce que ça a fait un flop. Ça, on n'en a pas entendu parler dans la presse. Aucun journaliste n'a relevé qu'il n'y avait pas de drapeau dans Paris. Hein. Voilà, Paris aurait dû être couvert de drapeaux. Bref. Bon, on était contents. Et puis voilà. Et puis dimanche matin, on s'est payé la COP, la manif de la République à la Nation sur la COP 21. On était dans la file de gens qui se tenaient les mains et qui gueulaient, qui criaient, qui manifestaient. Et on s'est barré de là vers... à peine une heure. Mais en fait, nous, on était côté nation. Donc, côté nation, c'était vraiment très bon. Oui, on n'aurait pas imaginé une seconde qu'à la République, quelques heures après, ça allait bastonner comme ça a bastonné. Voilà. Nous, on n'est pas allé jusqu'à la République, parce que moi, j'avoue, déjà rester une heure comme ça dans Paris, avec le vent, le froid et tout, j'en avais déjà plein les chaussettes. Alors après, on est allé dans un petit bistrot au Cantal. On a été manger une omelette. Avec un coup de côte du Rhône. Et voilà, pour terminer notre journée épuisante. Et oui, on s'est aussi pris un petit dessert à Vincennes, une pâtisserie. On a pris un éclair au chocolat et une part de flan. Bon, voilà, on s'est gâté, quoi, parce que bon. Et le soir, on a découvert, évidemment, ce qui s'était passé à la République. Et on peut vous dire que c'est pas les manifestants qui piétinaient les fleurs, mais c'est bien les CRS qui se sont payés les plates-bandes, etc., etc., voilà. On n'a pas vu de violence soi-disant qu'il y avait des Black Blocs, on les cherche encore, parce qu'on sait ce que c'est que les Black Blocs. Ouais. Moi, je les ai vus à l'œuvre à Gênes, je vous dire, s'ils avaient été là, les flics, ils restaient pas en place. Hein. Là, ils les repoussaient jusqu'à la Nation. Non, c'était pas des Black Blocs, c'est des gens... On a vu quelques oiseaux, là, mais ils ont disparu comme ils étaient arrivés quelques minutes après qu'on foutu le ouaille. Et puis c'est tout. Donc, avec ma camarade Pikikou, on s'est dit dans nos petites têtes que ça devait être des keufs qui étaient déguisés encore comme presque toutes les manifs, ils sont là pour foutre le bordel. Voilà. Et voilà, c'est tout. Enfin, grâce à notre collègue Cécile, hein, je pense que vous avez eu toute la manif. Cécile y était. Et nous, on se faisait un peu de soucis pour elle, parce que quand on a vu comment ça se passait là-bas, et elle a eu du pot, elle s'en est bien sortie, mais il y en a beaucoup qui s'en sont pas encore sortis, probablement. Ouais. Il y en a qui sont restés en garde à vue, je ne sais pas s'ils les ont déjà relâchés, quoi. Ouais. Alors moi mon presse-papier c'est un petit peu aussi sur le même sujet. Bon, c'est un article qui est paru dans Basta. Je pense que il y en a qui sont déjà au courant. Ça fait quand même le tour pas mal des presses alternatives. Donc c'est sur ces maraîchers bio là qui ont été perquisitionnés. Donc c'était le 24 novembre, donc le préfet de Dordogne qui a ordonné la perquisition d'une ferme dans le Périgord vert, donc à la recherche de, entre guillemets, personnes, armes ou objets susceptibles d'être liés à des activités à caractère terroriste. Donc il y a une dizaine de gendarmes qui ont fait éruption, donc ce mardi dernier à 7h20 du matin, chez Julien et Elodie, qui sont deux maraîchers bio, qui ont une bonne trentaine, qui sont parents d'une petite fille de 2 ans. Donc eux vendent leurs légumes à la Biocoop du coin et le samedi, ils vont sur le marché. Et pendant 2h40, en fait, les gendarmes ont fouillé chaque pièce, ils ont regardé dans les placards, dans les coffres, la bibliothèque, les recoins, les boîtes. Voilà, ils semblaient très intéressés par les petits carnets et les coupures de presse, un peu moins par les livres. Bon. Et ils demandent à la surface de la ferme, ils demandent s'il y a des appentis quelque part. Et puis l'un d'eux prend les choses particulièrement au sérieux et il nous dit le G8, les sommets européens, les manifestations pour l'environnement, ça ne vous dit rien. Et il mentionne donc aussi la COP 21. Et les gendarmes finissent quand même par évoquer un blocage de péage d'autoroute il y a 3 ans lors d'une manifestation contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Donc voilà ce qu'aurait fait Julien et Elodie il y a 3 ans. Ils auraient participé à ce blocage d'autoroute. Donc les gendarmes s'emparent des ordinateurs domestiques, ils copient les données, sauf celui qui est configuré sous Ubuntu. Là, apparemment, ils n'ont pas les moyens d'accéder aux données si facilement. Ils ont aussi un logiciel qui fait des recherches par mots-clés sur les téléphones portables. Par contre, le matériel agricole ne semble pas les intéresser. Et
un moment, par contre, il voit écrit Bruxelles dans un petit carnet et sur la carte d'identité de Julien, alors qui a travaillé en Belgique, justement, où il a encore des amis. Alors là, justement, ça les inquiète un peu plus. Ils veulent savoir si le couple y va souvent. Et là, ils nous disent, on parle de quoi là? On nous parle d'extrême gauche et d'un coup sous-entendre qu'on est islamiste. Hein, s'insurge, je crois que c'est Elodie, quoi. On ne sait pas ce qu'ils cherchent. Et ben pour seule réponse, en fait, ils vont récolter voilà, voyez ça avec le préfet, mais on exécute les ordres. Et puis à 10h, après avoir fait signer un compte rendu de perquisition, reconnaissant qu'ils n'ont rien trouvé, ils repartent comme ils sont venus. Bon. Voilà. C'est quand même. Voilà l'état d'urgence. Voilà, l'état ils en d'urgence, sont à 2000 perquisitions, je sais plus combien, plusieurs centaines d'arrestations, de mises en examen, etc. Et ils ont soi-disant trouvé une 130 armes, dont une trentaine d'armes de guerre, etc., etc. Voilà. Alors bon, c'est pas fini. Hein. Il y a encore 3 mois à se purger à ce rythme-là. Toute la population française va y passer. Ça continue. Ah ouais, ça, on est tous. Alors moi, qui ai une fille qui habite sur le plateau des Mille Vaches et une autre qui vit à Bruxelles, et moi qui travaille sur Radio Liberté. Oui, voilà. Elle est mal. Moi, je la connais pas. Hein. Sitôt que je sors d'ici, je rentre chez moi peinard. Hein. Je veux pas en entendre parler. Ces gens-là. Voilà. Et alors, par contre, quand ce ne sont pas les maraîchers bio qui ont affaire aux gendarmes, ce sont les petits éleveurs de montagne qui reçoivent la visite. Eux, c'est les contrôleurs de la PAC. Hein. La PAC, c'est la politique agricole commune. Ouais. Et ces contrôleurs de la PAC, ils viennent vérifier si les subventions qu'ils octroient à minima à ces éleveurs sont quand même correctes, s'il n'y a pas d'abus. Alors c'est dans l'édito du dernier numéro de l'Âge de Fer que j'ai pu lire ce petit article. Donc c'est un jeune couple qui vit de l'élevage. Ils ont 7 vaches allaitantes, ils ont 200 poules pondeuses et ils ont un petit supplément de revenus en produisant des jus à partir de vieux fruitiers qui poussent dans leur pâture. Et leur activité est mise en péril par les nouvelles règles de calcul d'attribution des subventions de la PAC qui risquent de leur faire perdre un bon quart de leurs aides. En fait, les calculs des surfaces qui donnent droit aux aides ont été modifiés. Il faut donc recalculer toutes ces surfaces en déduisant des parcelles, la part des rochers et de la végétation non comestible. Donc, il n'est pas difficile, Robert, d'imaginer les calculs d'apothicaires auxquels doivent se livrer les éleveurs. Ils ont fait leur journée de travail, et le soir, allez, on sort les calculettes et on y va. Alors, faut savoir, par exemple, le buis n'est pas comptabilisé car il n'est pas comestible, mais le prunellier, tout dépend de la taille du buisson, s'il est pénétrable ou pas, si le diamètre est inférieur à 4 mètres, c'est encore en plus, il y a des normes très particulières. Et alors surtout, il faut faire très attention aux erreurs de calcul, parce que si les contrôleurs découvrent une erreur qui est supérieure à 3% selon leur calcul à eux, l'éleveur est pénalisé. S'il y a plus de 20% d'erreur, alors là, c'est la perte totale de la subvention. Par contre, dans le cas inverse, si l'éleveur se pénalise tout seul, il n'y a pas de correction possible. Donc voilà, c'est la fin de l'édito rappelle quand même le 2 poids 2 mesures à notre société, une fois de plus, à savoir par exemple que Michel Ramery, celui qui est propriétaire de la ferme des 1000 vaches, lui a quand même 300 vaches de plus qu'il n'est autorisé par la préfecture, qu'il n'a toujours pas payé son amende et qui risque même de voir sa situation régularisée. Voilà. Alors, si j'ai une suggestion à faire à tous les petits subventionnés de la PAC. Moi, j'ai un exemple de quelqu'un qui est maraîcher, un petit maraîcher, enfin, pas petit, mais petit quand même par rapport au gros. Il y a toujours des petits, des gros. Et un gros à côté de chez lui, il a 100 000 euros d'aide de la PAC, et lui, il en a à peine 5 000. Et voilà, et celui qui en a 100 000, comme ça parle chez les croquants, il sait pas quoi en faire parce qu'il a tout ce qu'il faut comme matos, etc., etc. Voilà. Alors, si j'ai une suggestion à faire à tous les petits subventionnés de la PAC, c'est de plus demander de subventions, de les envoyer tous chier, de pas compter sur ça, en tout cas pour vivre, de s'en sortir par soi-même. Quand j'étais enfant, j'ai vécu à la campagne dans les Pyrénées, à Bigorre, à côté de la Brasserie de Bigorre, à la Cassagne, et là, tous les petits paysans, ils avaient maximum 30 hectares et pas à eux encore. Il y avait beaucoup de terres de louer, etc. Il n'y avait pas de subvention, il n'y avait rien. Et ils s'en sortaient très bien, ils vivaient très bien avec ce qu'ils avaient sur leur ferme. Et en plus, ils pouvaient vendre le surplus au marché à Tarbes le dimanche.
et vendre les veaux et les petits cochons et les vaches de réforme à la Princesse de Bigorre tous les lundis à la foire aux bestiaux. Voilà. Bon, ils étaient pas emmerdés par les fonctionnaires, eux, au moins. Et puis, ils n'avaient pas de compte en banque. Tout serait en liquide, de gré à gré, on se tapait dans la main et c'était parti mon kiki. Voilà. Et le jour où les premiers tracteurs d'occasion ont fait leur apparition à la Cassagne, à la Princesse de Bigorre, aux Pyrénées, eh ben, c'était fini. Voilà. Il y avait plus de, tout s'est terminé avec les moissonneuses batteuses, avec tous ces machins-là, et les paysans se sont retrouvés prisonniers des banques comme le Crédit Agricole, comme toutes ces choses-là, et c'est la fin de la petite paysannerie française. Voilà. Et là, justement, l'exemple de ceux qui ont 7 vaches allaitantes, alors eux, ils risquent même de tout perdre, parce que maintenant, ils imposent un minimum de 10 vaches. De 10 vaches, voilà. Non, mais c'est n'importe quoi. Les mecs, les fonctionnaires de Bruxelles, c'est vraiment des têtes d'âne, et quand on sait que, par exemple, on a vu un document avec Piquet-Cou, c'est un camarade de Radio Libertaire qui l'a mis sur la liste, sur le net, où il pond un document de 120 pages pour normer les chiottes, hein, la taille de la lunette, la taille, etc. 120 pages, des mecs qui sont payés 10 000 euros net par mois pour faire ça. Et ils s'occupent pas du chômage, ça ne les concerne pas. Mais pour les normes, ça, ils sont les normes des chiottes, les normes le calibre des bananes, le machin, etc. Voilà. C'est à quoi ils passent leur temps, nos commissions, je sais plus comment on les appelle, les commissions de Bruxelles, voilà. Ouais. Ouais, c'est Jean qui nous a envoyé ça, merci en tout cas. Parce que... Merci Jean nous a envoyé ça nous a bien fait marrer et en même temps c'est très triste parce que comme l'évoque Piquet-Cou pour ces petits agriculteurs qui ont une vie quand même, bon moi je les plains pas parce que je suis un peu dégueulasse mais ils ont quand même une vie en plein air, ils sont dans la nature, ils sont pas comme nous dans les villes quoi. Si toutes les villes allaient à la campagne ça serait un peu encombré mais bon voilà, seulement sauf que s'ils comptent c'est nous on a une copine, une artiste qui est vraiment pas florissante avec les thunes. Elle refuse toutes les aides de l'État et elle vit uniquement de ce qu'elle peut produire et c'est peu et c'est mal payé. Mais voilà, elle a cette j'avoue qu'il faut vraiment avoir du courage, avoir beaucoup de comment dirais-je de volonté pour pouvoir vivre comme ça. Mais c'est ça ou se faire emmerder par les petits fonctionnaires merdeux de l'Union européenne. Voilà, bon, alors choisir les gars. C'est la lutte finale, un combat d'initiés sont les perdants qui gagnent. Nos dames émancipées, les médias sous le roi, mon peuple articulé d'un pantin au long bras. Faut pas venir pleurer. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est terminé entre nous deux. La tyrannie sous l'étendard sans élever, entendez-vous dans nos campagnes mugir nos pauvres de faim, de froid, qu'ils viennent jusque dans vos bras, pleurer dans nos villes, nos sarcasmes aux armes, etc. Que veut cette horde militaire de traîtres et de rois conjurés quand ils nous traînent, quand ils nous traitent de cons, de braves, de pauvres français quoi? Ces cohortes étrangères feraient la loi dans nos foyers quoi? Nos flics soldats mercenaires alors qu'on est tous étrangers aux armes, etc. Et la loi triche, l'impôt se rit des malheureux. Nul devoir ne s'impose aux riches. Le droit du pauvre est un mot creux. Des preuves qui se ramassent à l'appel. L'égalité n'existe pas. Pas de droit sans devoir, dit-elle. Égaux à la naissance parfois. Liberté libre, bête et chérie. Ce qu'on la tue n'ont que l'odeur. Amour sacré de la patrie. Et la fraternité se meurt.
C'était Mélismel qui interprétait Aux armes. Merci Mélismel, une magnifique chanteuse trop peu connue encore aujourd'hui. Eh bien, nous allons poursuivre sur le chemin de la route de cette émission par un extrait du dernier jour d'un condamné de Victor Hugo que notre camarade Piquet-Cou, notre hôtesse de l'air, non, je déconne, avec sa voix d'hôtesse de l'air plutôt, va vous narrer tout de suite et sans attendre. Ouais, alors pourquoi donc un extrait quand même du dernier jour d'un condamné? Parce que dans l'exposition qu'on était supposé visiter, heureusement j'avais pu emprunter le bouquin à la bibliothèque de Montreuil avant, donc on a quand même l'intégralité des gravures. Robert va parler de Louis Boulanger qui a justement illustré le passage que je vais lire là à la fin de cet extrait-là. Donc le dernier jour d'un condamné, hein, c'est un plaidoyer de la part de Victor Hugo pour l'abolition de la peine de mort. Donc c'est les dernières 24 heures d'un condamné dont on ne saura ni le nom ni ce qu'il a fait exactement, voilà, qui est dans sa tête et qui s'imagine, qui attend sa dernière heure, quoi. Je viens de voir crayonner en blanc au coin du mur une image épouvantable, la figure de cet échafaud qui, à l'heure qu'il est, se dresse peut-être pour moi. La lampe a failli me tomber des mains. Je suis revenu m'asseoir précipitamment sur ma paille, la tête dans les genoux. Puis mon effroi d'enfant s'est dissipé et une étrange curiosité m'a repris de continuer la lecture de mon mur. À côté du nom de Papavoine, j'ai arraché une énorme toile d'araignée, toute épaissie par la poussière et tendue à l'angle de la muraille. Sous cette toile, il y avait 4 ou 5 noms parfaitement lisibles, parmi d'autres dont il ne reste rien qu'une tache sur le mur. Dautin, 1815, Poulain, 1818, Jean-Martin, 1821, Castin, 1823. J'ai lu ces noms et les lugubres souvenirs me sont venus. Dautin, celui qui a coupé son frère en quartier et qui allait la nuit dans Paris, jetant la tête dans une fontaine et le tronc dans un égout. Poulain, celui qui a assassiné sa femme. Jean-Martin, celui qui a tiré un coup de pistolet à son père au moment où le vieillard ouvrait une fenêtre. Castin, ce médecin qui a empoisonné son ami et qui, le soignant dans cette dernière maladie qu'il lui avait faite, au lieu de remède, lui redonnait du poison. Et auprès de cela, Papavoine, l'horrible fou qui tua des enfants à coups de marteau sur la tête. Voilà, me disais-je, et un frisson de fièvre me montait dans les reins. Voilà quels ont été avant moi les hôtes de cette cellule. C'est ici, sur la même dalle où je suis, qu'ils ont pensé leur dernière pensée, ces hommes de meurtre et de sang. C'est autour de ce mur, dans ce carré étroit, que leurs derniers pas ont tourné comme ceux d'une bête fauve. Ils se sont succédés à de courts intervalles. Il paraît que ce cachot ne désemplit pas. Ils ont laissé la plage chaude et c'est à moi qu'ils l'ont laissé. J'irai à mon tour les rejoindre au cimetière de Clamart, où l'herbe pousse si bien. Je ne suis ni visionnaire, ni superstitieux. Il est probable que ces idées me donnaient un accès de fièvre. Mais pendant que je rêvais ainsi, il m'a semblé tout à coup que ces noms fatals étaient écrits avec du feu sur le mur noir. Un tintement de plus en plus précipité a éclaté dans mes oreilles. Une lueur rousse a rempli mes yeux, et puis il m'a paru que le cachot était plein d'hommes étranges qui portaient leur tête dans leur main gauche et la portaient par la bouche parce qu'il n'y avait pas de chevelure. Tous me montraient le poing, excepté le parricide. J'ai fermé les yeux avec horreur, alors j'ai tout vu plus distinctement. Rêve, vision ou réalité, je serais devenu fou si une impression brusque ne m'eût réveillé à temps. J'étais près de tomber à la renverse lorsque j'ai senti se traîner sur mon pied nu un ventre froid et des pattes velues. C'était l'araignée que j'avais dérangée et qui s'enfuyait. Eh bien voilà, c'était donc cet extrait d'un texte de Victor Hugo que Boulanger a illustré et dont je vais vous parler tout à l'heure après la pause musicale. Voilà, donc toi tu as raconté ça. Sur mon cou sans armure et sans haine, mon cou, que ma main plus légère et grave qu'une veuve effleure sous mon col sans que ton cœur s'émeuve. Laisse tes dents poser leur sourire de loup. Oh viens mon beau soleil, oh viens ma nuit d'Espagne. Arrive dans mes yeux qui seront morts demain. Arrive, ouvre ma porte, apporte-moi ta main.
loin d'ici battre notre campagne. Le ciel peut s'éveiller, les étoiles fleurir, ni les fleurs soupirer des prés l'herbe noire, accueillir la rosée où le matin va boire. Le clocher peut sonner, moi seul je vais mourir. Oh viens mon ciel de rose, oh ma corbeille blonde, visite dans sa nuit ton condamné à mort. Arrache-toi la chair, tu escalades mort, mais viens pose ta joue contre ma tête ronde. Nous n'avions pas fini de nous parler d'amour, nous n'avions pas fini de fumer nos gitanes. On peut se demander pourquoi les cours condamnent un assassin si beau qu'il fait pâlir le jour. Amour, viens sur ma bouche, amour, ouvre tes portes, traverse les couloirs, descend, marche léger, vole dans l'escalier plus souple qu'un berger, plus soutenu par l'air qu'un vol de feuilles mortes. Oh, traverse les murs, s'il le faut, marche au bord des toits, des océans, couvre-toi de lumière, use de la menace, use de la prière. Mais viens, ô ma frégate, 1 heure avant ma mort. Voilà, le condamné à mort, interprété par Hélène Martin. Donc c'était un texte de Jean Genet. Oui, Jean Genet qui est habitué des prisons. Vous êtes sur Radio Libertaire. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité. Vous écoutez l'émission Araka, consacrée aujourd'hui à la gravure de Goya à Odilon-Redon, au musée du Petit Palais. Je vous conseille pas franchement d'y aller. Si vous êtes allergique comme moi aux fouilles de keufs déguisés en gardien de musée, voilà, Louis Boulanger qui est un artiste graveur, mais aussi peintre. Il était un peintre vraiment... il avait rien à envier à des gens comme Delacroix ou Géricault, hein, sauf que lui, il n'est pas connu. Là, j'ai regardé sa cote, un format sans figure, 15 000 €, quoi. C'est ridicule pour un artiste de ses talents. Voilà. Bon, malheureusement, j'ai pas les 15 000 €, autrement, je serais allé tout de suite m'en acheter un à remporter avec le bras. Enfin, pour dire qu'il y a quand même dans l'histoire de l'art, il y a quand même des choses bizarres, si on peut dire ça comme ça. Voilà, ce petit père Boulanger, là, Louis, je dis un grand peintre, on peut dire, et un graveur exceptionnel aussi. Et il a fréquenté l'école des Beaux-Arts de Paris, et l'atelier de Guillaume Guillon-Lethière. Où il reçoit évidemment, comme c'était le but à cette époque, une solide formation classique. C'est plus tout à fait le cas maintenant, c'est moins qu'on puisse dire. Ensuite, il fait qu'une présentation au Prix de Rome en 1824, à laquelle il finit logiste quand même. Il devient le compagnon d'Eugène Deveria et un intime de Victor Hugo, ainsi que des différents cénacles romantiques parisiens, fait décisif pour sa carrière. Oui, on était en plein romantisme à ce moment-là. Voilà. Et donc il est quand même à cette époque-là très très connu. Il connaît au salon de 1827 un immense succès grâce à son supplice de Mazeppa, qui vous pouvez voir à Rouen au musée des Beaux-Arts. D'ailleurs, le musée des Beaux-Arts de Rouen, un lieu magnifique, c'est un ancien chose où on mettait les pestiférés. Là, dans le cloître, il y a des têtes de mort sur les piliers, etc., etc. Non, c'est vraiment très beau. Voilà, voilà les Beaux-Arts de Rouen.
Pourtant, ce succès n'aura pas de lendemain dans la carrière du jeune peintre. Ouais, on se demande pourquoi, quoi. Il fait aussi le portrait de nombreuses personnalités de l'époque, dont Balzac en robe de moine, qui est conservé, lui, au musée des Beaux-Arts de Tours. Reste l'exemple le plus célèbre de cette période. Voilà. On trouve également plusieurs œuvres de Louis Boulanger conservées à la maison Victor Hugo de la place des Vosges à Paris. Là, il faudrait qu'on y aille faire un tour. Bon. J'aime beaucoup la place des Vosges, mais j'aime pas trop ce qu'il y a à l'intérieur. Mais j'aime bien l'architecture de la place des Vosges. Par contre, tout autour, il y a des galeries pourries. Non, mais au musée, moi, j'étais allée voir l'exposition Louis Souter, justement, Victor Hugo, c'était pas mal. Ouais. Puis il y a cet appartement de Victor Hugo, bon, qui est un peu chargé. C'est peut-être pour ça que j'ai pas fait attention sur le moment à toutes ces gravures, quoi. Ouais, parce que c'est chargé, que c'était la grande mode à cette époque-là. Nous, on est familiers du musée de comment il s'appelle déjà, Gustave Moreau. Voilà, et là c'est vraiment un exemple typique des intérieurs parisiens du 19e. C'est des petites pièces, mais alors bourrées de bibelots, de peintures, de gravures, etc., etc. Bref, bon, je vous lâche un petit peu. Alors, on retient par contre de sa production d'illustrateur plusieurs ouvrages romantiques de Victor Hugo et d'Alexandre Dumas. Tiens donc. Ainsi qu'une série d'étranges lithographies aux thèmes fantastiques que l'on a coutume de rattacher à la veine frénétique qu'exploitent certains artistes de cette période. La ronde de sabbat de Louis Boulanger est à elle seule une icône de cette tendance encore familière. Ah oui, la ronde de sabbat, c'est quelque chose d'impressionnant, hein, franchement grave. Et il l'a fait en peinture aussi. Voilà. Bon. Aujourd'hui encore peu connu, oui, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que pour avoir des formats assez de moyenne importance quand même, comme un sans figure, quelque chose comme ça pour 15 000 balles, hein, voilà. Boulanger connaît pourtant un grand succès dès l'âge de 21 ans en reprenant l'épisode du supplice de Mazeppa dans une vaste composition de plus de 5 mètres de haut. Ouais, Delacroix et Géricault enfoncés, là, hein, je vous dis. Puis je veux dire, c'est pas de la peinture mièvre, hein, c'est puissant. Voilà. Une grande force se dégage, j'ai répété, de cette peinture qui sait traduire le souffle du texte de Lord Byron avec une grande justesse, le jeu d'un fort clair-obscur jouant entre la pâleur du corps du jeune page de l'obscurité environnante pour décrire la scène au point du jour. Voilà, les couleurs vives, la touche largement brossée avec vigueur pour traduire la violence générale de la scène, en particulier la terreur du cheval, pas à partir au galop dans sa course effrénée. Le contraste entre la scène principale du supplice et la petite scène au-dessus, avec le comte et sa cour qui semblent se parodier eux-mêmes, suggère la victoire annoncée du héros. Voilà, bon, ça c'est une brève description, mais si vous voulez, on retrouve cette notion de clair-obscur dans ces gravures, par exemple dans Le dernier jour d'un condamné, voilà, dans cette cellule, c'est vraiment du clair-obscur pur en gravure, avec des lumières un peu aveuglantes sur le sujet principal, c'est-à-dire le jeune homme avec sa bougie à la main là qui est menacé du poing par les fantômes des suppliciés décapités, voilà. C'est vraiment magnifique comme travail, c'est une lithographie évidemment, mais quand même on peut dire, et là c'en est une, mais il en a fait toute une série d'autres comme Louis Boulanger, le fantôme et la jeune fille, qui ressemble un peu à Goya dans Caprice, voilà, numéro 59, et encore ils ne s'en vont pas, qui est une eau forte. Et dans Boulanger, on retrouve un peu ces personnages fantastiques qu'il y a dans les gravures de Goya, particulièrement dans le fantôme, la jeune fille dans sa tombe, les fantômes et la jeune fille dans sa tombe. Et puis alors, cette magnifique ronde du sabbat, c'est un truc géant, aussi une lithographie évidemment. Il y a des dizaines, pour pas dire des dizaines de personnages. C'est une espèce de qui coule dans une nef, il semblerait une nef de cathédrale, voilà, du haut de la nef jusqu'en bas, où il y a un diable cornu avec
avec une tiare d'évêque et une crosse. Non, c'est assez... Je veux dire, ce 19e, cette période romantique est assez étonnante, justement, pour ce travail sur le fantastique, sur l'au-delà, etc. On sait que Victor Hugo était un praticien émérite des tables tournantes. Voilà, où il parlait avec sa fille, qui est malheureusement décédée assez jeune, voilà. Et Boulanger, on peut dire que je regarde, si vous voulez, des lithotes de Delacroix à côté, il n'y a pas beaucoup de différence de style et de force en plus. Vous voyez, Delacroix, c'est peut-être un petit peu plus appuyé, un petit peu plus nerveux que le travail de Boulanger, mais quand même, il y a quand même des ressemblances. Hein. C'est pas complètement. D'ailleurs, il a Eugène Delacroix, Méphistophélès dans les airs là. Je la trouve pas terrible. Si vous voulez, les ailes, c'est un peu lourdingue, etc. Et puis Méphistophélès aussi, il a un gros cul. J'aime pas trop. Mais par contre, dans l'ombre de Marguerite, voilà, apparaissant à Faust, là, oui, ici, il y a quelque chose d'assez étonnant. Et le personnage de Marguerite ressemble aux femmes de Boulanger. Voilà, il y a des similitudes quand même dans la puissance, mais dans la peinture aussi. Il y a quelque chose dans la peinture qui est oui, parce que dans le fantôme, la jeune fille dans sa tombe, les fantômes et la jeune fille dans sa tombe, la jeune fille aussi, elle est toute menue avec des petits seins, voilà, comme celle de Delacroix dont je vous ai parlé il y a un instant dans l'ombre de Marguerite apparaissant à Faust. Voilà, c'est une toute petite bonne femme avec des petits seins, des petits bras, une petite tête. Oui. Non, voilà. Alors moi je tombe encore une fois de plus sur le cul de découvrir cet artiste, comme vous d'ailleurs. Je suis pas plus intelligent que vous ni plus cultivé. Je l'ai découvert grâce justement à ce bouquin que Piquet-Cou a chouré une fois de plus à la bibliothèque de Montreuil. Ils vont plus en avoir beaucoup de bouquins, ça continue. Non, elle les rend, parce qu'elle est honnête, pas comme moi. Mais quand je l'ai ramené, que je te l'ai montré, en fait, tu t'es arrêté tout de suite sur Boulanger. Ouais. Ah oui, parce que lui, il est même... je me suis pas arrêté sur Delacroix. Je me suis arrêté sur Boulanger. Pour dire que, bon, voilà. Victor Hugo, j'aime pas du tout. Ses gravures, c'est impressionnant, mais c'est sombre. On voit à peu près rien, quoi. S'il dessine, il suggère plutôt, c'est très fantastique, c'est très sombre, c'est très morbide, mais bon, j'aime pas vraiment, quoi. Je veux dire. Ah, il y a un mec aussi qui s'appelle Fortuné Louis Méaul, le Burg à la Croix, un dessin qui après a été transposé en gravure sur bois, magnifique aussi, magnifique, surtout pour une gravure sur bois. Voilà, c'est quand même quelque chose, d'un travail extraordinaire sur les arbres, les humains en forme d'arbres ou les arbres en forme d'humains, peu importe, mais c'est quand même un travail aussi étonnant. On n'a plus de graveurs comme ça maintenant, on pense souci à se faire. Il y a Eugène Jazet aussi, d'après Horace Vernet, qui fait un travail aussi remarquable, mais là par contre je pense que c'est du burin, là, oui. Il me semble que c'est du burin, oui, voilà. Ouais, dans la fin aussi, il y a quelques-unes de James Ensor là qui sont pas mal aussi. T'en voyais une là justement, on regardait tout à l'heure là, le Christ et ses démons. Ouais. Il y a Rodolphe Brédin, mais Piquet-Cou à vous en parler, elle est passionnée, elle prend toujours les meilleurs, elle me laisse que les ringues, enfin bon, passons. Il y a Félicien Robes aussi, évidemment, Félix Bracmont, pas Bracmar, Bracmont, hein, pas mal aussi. Voilà, Bracmont, il y a Félix, Félix Bracmont, j'aime bien aussi. Ouais, il y a Charles Mouret, il y a... Non, on a tout. Ah, et il y a Odilon Redon. Alors Odilon Redon, c'est un amour de jeunesse. Après, j'ai un petit peu oublié. Je m'en suis éloigné. Et Piquet-Cou, par contre, elle trouve que c'est très intéressant. Moi, j'aime bien. Oui, évidemment, à côté de Goya, c'est un peu moins intéressant, mais il a ce côté fantastique qu'il a aussi en peinture, voilà, il transpose ça en gravure. Je pense pas que ce soit un immense graveur, bon, mais il traduit, alors c'est l'univers d'Odilon Redon, hein, c'est des yeux qui se baladent dans le ciel, etc. Ouais, beaucoup de rondeur. Ouais, beaucoup de rondeur, oui, mais ça, pour moi, il n'y a pas une vraie émotion là-dedans, comme dans Boulanger, par exemple, ou Marcel Roux aussi, qui
les Roux, décidément, il y a des graveurs chez eux. Nous, on en connaît un qui s'appelle Roux aussi. Et non, c'est les Roux. Ouais. Si, c'est Philippe Roux qui était vu dans l'émission, qui est un graveur sur lino, je crois. Sur lino ou sur bois, mais magnifique aussi. Et puis Eugène Delattre, Albert Bénard, enfin bref, il y en a toute une bande, belges, français. On voit pas beaucoup d'Allemands d'ailleurs. On sort belge aussi, belge. Alors, on sort, il y a le Christ tourmenté par les démons. Ça aussi, c'est assez. Là, c'est la première fois que je vois une crucifixion, si vous voulez, entourée de démons. Il y a un démon qui monte à la croix, qui est en train de faire un bisou au Christ sur son bidou. Il y en a un autre qui est en train de faire caca dans la main du Christ. C'est pas mal, hein, il faut le faire quand même. J'aime son sort. Et puis tout autour, c'est que des cadavres, quoi. Voilà, des cadavres, des monstres. Ouais, ça me donne envie de me pencher sur la question parce que c'est assez étonnant. Voilà. James Ensor, le Christ tourmenté par les démons, ouais, c'est le même, oui. Et James Ensor, l'ange exterminateur, voilà. Aussi, alors, l'ange exterminateur, on voit un cavalier dans le ciel avec une épée brandie, et en bas, il y a que des nanas qui montrent leur cul, puis des culs de flamandes, vous voyez, le cul quelque chose, quelques-unes qui font caca. Voilà, c'est l'humour belge deux fois. Et là, c'est la truculence du Nord, quoi. Voilà, c'est ça qui est génial avec Ensor, c'est que sa gravure est formidable, on peut pas dire, comme sa peinture d'ailleurs. Moi, je suis pas vraiment un fan de lui, mais enfin, il y a quand même cette filiation avec Bosch, avec Bruegel. Enfin, c'est la grosse. Et puis aussi des scènes de gens dont Piquet court à folle, des toutes petites peintures minuscules, là, des miniatures, quoi, de peintres flamands, où toujours les hommes et les femmes sont des espèces de gros machins, là, plein de lard, les joues rouges. Et sa vie. Et sa vie, ça picole, ça danse, ça, oui, je pensais, parce qu'il peut y avoir des enfants qui nous écoutent, mais enfin, pas besoin de vous en dire plus pour que vous soyez au parfum. Non, je pense qu'on a quand même loupé une très belle expo. Oui, mais la photo que. Voilà. Et l'expo, elle est ouverte jusqu'au 17 janvier, hein, donc moi, je conseillerais quand même d'y aller, les mains dans les poches, avec le minimum. Ah oui. Alors, pas de sac à dos, pas de clé, pas de téléphone, rien. Je suggérerais même d'y aller en slip. Mais bon, moi j'ai pas eu. Ça m'est venu. C'est souvent après qu'on se dit tiens, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. J'aurais dû me foutre à poil carrément, quoi. Je crois que là, je les aurais scotchés les mecs. Là, hein. Enfin après, je me retrouvais à Saint-Anne, à l'hôpital psychiatrique à Paris, c'est où? Sainte-Anne. Sainte-Anne, voilà. Bon, Sainte-Anne, on est mieux qu'à Fresnes quand même, je crois. Même si c'est pas le paradis, bon, voilà. Ô diable Dieu, 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 ce vieux mafieux, roi des picots, secte d'escrocs, de collaboniqueurs d'ados, brûleurs de vierges, lécheurs de cierges. Ô diable Dieu, ô diable Dieu, ô diable Dieu, ô diable Dieu, ce vieux cracheux. Sur un nuage disent les sages, ceux qui professent disant des messes, de mirlitons que l'homme est son. Portrait craché, oh quel péché, ô diable Dieu, ô diable Dieu, tueur de queue, son coupillon est un canon, et tous ses pâtres sont idolâtres, et son église n'est que traîtrise. Ô diable Dieu, ô diable Dieu, ô diable Dieu,
s'il s'agit du grand ami. Miséricordieux, oh vive Dieu, vive la vie, celle qui lui, dans les atomes de l'air du chrome, des misérables, des simples tables, au diable Dieu, au diable Dieu, merde biblique. Vive l'unique, merde biblique, au diable Dieu, au diable Dieu, au diable Dieu. C'était Brigitte Fontaine, au diable Dieu. Oui, l'amour de notre vie sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité. Aracac, aujourd'hui la gravure au Petit Palais. Non, c'est pas la gravure au Petit Palais, bien qu'elle soit au Petit Palais. C'est le titre de l'expo, c'est fantastique. L'estampe visionnaire de Goya à Odilon-Redon. Voilà. Et avant de continuer, Robert, en fait, il y a Patrick de Mots et Musique qui nous a téléphoné tout à l'heure pour remettre une couche sur Jeanneney, ouais. Parce que non seulement il était sur Europe 1, mais le 20 novembre, il était aussi sur France 2 dans l'émission Ce soir ou jamais. Et il a refait tout son déballage sur le drapeau noir, sur les anarchistes. Enfin bon, il a pas l'air de s'en lasser. Et visiblement, les gens autour de la table ne mouftaient pas. Ne mouftaient pas, je suppose, parce qu'ils connaissent pas du tout l'histoire de l'anarchie, ni l'histoire de France, ni cette période historique. Voilà, c'est simplement ça. Alors l'autre, il peut baver tout ce qu'il veut, il n'aura pas de contestataire, hein, bien sûr. Donc je tenais quand même à préciser qu'effectivement, il est omniprésent. Merci au camarade Patrick. Voilà. Donc moi je vais parler plutôt de Rodolphe Brédin, donc c'est pareil, j'ai bien aimé en feuilletant le bouquin, j'ai bien aimé son boulot, et en plus en découvrant sa vie, on s'aperçoit que ça rentre bien dans ce qu'on aime, comme vie d'artiste, quoi. Alors Rodolphe Brédin, lui, il est né en 1822, il meurt en 1885. C'est le fils d'un ouvrier tanneur. Alors très jeune, il va s'intéresser au dessin, puis à l'eau forte. Et puis son inspiration dans les illustrations de ses lectures. Un des livres qu'il aime particulièrement, c'est Le Dernier des Mohicans. Et à partir de là, il laisse aussi travailler son imagination. J'aime aussi, je l'ai vu avec ma grand-mère quand j'étais petit, en noir et blanc. Alors voilà, il arrive à Paris, il a 17 ans. Et on suppose qu'il est marqué par son roman favori, parce qu'il va choisir pour nom, en fait, celui du héros donc de Fenimore Cooper, qui s'appelle Chingachgook, c'est-à-dire chien caillou, il se fera appeler chien caillou. Et là, il va mener une vie de bohème difficile. Il habite dans une chambre de bonne au 7e étage d'un immeuble près de la place Maubert. Et il a accroché sur son mur une œuvre de Rembrandt qu'il admire, c'est La Descente de Croix. Alors on suppose aussi qu'il a participé à la révolution de 48, parce qu'on a retrouvé une commande qui lui avait été faite en tant qu'artiste de conviction républicaine, une commande malheureusement qu'il n'a pas livrée. Et après la révolution de 48, il quitte Paris à pied, et en fait il emmène avec lui, il a un petit lapin qui s'appelle Petiot, qu'il emmène partout avec lui. Ça c'est un clin d'œil à ma copine Karine. Oui, ça peut pas être un méchant. Hein. Voilà, et il va se retrouver à Tulle, et là il va vivre 3 années. Alors c'est pareil, il vit dans une sorte de cabane en forêt, près d'un étang, au contact de la nature et des paysans. Là il produit rien par contre. Après il s'installe à Bordeaux, puis après Bordeaux c'est Toulouse, où il occupe une cabane en torchis dans un jardin de maraîcher. Après, il fait Toulouse-Paris, où il expose plusieurs eaux fortes dans une revue qui s'appelle la Revue Fantaisiste. Et après, direction la Gironde, quand cette revue va cesser de paraître. Le journal La Gironde expose ses œuvres dans ses propres locaux. Et il a un élève qui devient son ami, c'est Odilon Redon, justement. Donc, il va l'initier aux techniques de la gravure et de la lithographie, et lui donne le goût d'un art, en fait, qui va faire fi des conventions pour laisser libre cours à l'imaginaire, selon donc cette tradition romantique. Ce dernier, d'ailleurs, commence sous la direction de Brédin, une série de 11 eaux fortes, dans une inspiration qui est romantique et orientaliste. Et reconnaissant envers son maître, donc Odilon Redon signera d'ailleurs sa première œuvre, Odilon Redon, élève de Rodolphe Brédin. Brédin fait partie de la Société des Amis des Arts de Bordeaux et va désormais exposer ses œuvres là-bas.
Il est embauché par la compagnie des chemins de fer du Midi pour enseigner les techniques de l'estampe aux employés. Il rêve de partir en Amérique, toujours, parce que c'est faire de l'agriculture en Louisiane, mais il va toujours, il manque d'argent. Mais il va quand même, je crois, il va quand même réussir à Paris. Il va revenir à Paris et quand il revient, il est malade. Et là, c'est Courbet qui le soutient en organisant une soirée pour lui récupérer un peu de fonds, quoi. Et on suppose qu'il a participé à la Commune de Paris parce qu'on a retrouvé une lettre du 30 décembre 1871 qu'il adressait à Odilon Redon, qu'il lui décrivait ses journées difficiles dans la boue, la neige, sans nourriture, et qui dénonçait violemment les lâches qui ouvrent les portes de la ville à l'ennemi. Alors il réussit en fait quelques années à réaliser son rêve, s'il va partir aux États-Unis, en Amérique quand même. Et puis après il revient en France, mais il est toujours fauché. Et à son retour, Victor Hugo va demander au ministère des Beaux-Arts de le soutenir en lui achetant des épreuves du Bon Samaritain, une gravure qu'il avait réalisée. Et il meurt d'une congestion dans son atelier à Sèvres. Il est inhumé dans la fosse commune du cimetière de la ville le mardi 13 janvier. Donc voilà, c'est une vie quand même d'artiste qui est resté toujours en marge et qui a quand même toujours vécu de très peu. Oui, oui. D'ailleurs, dans sa gravure Comédie de la mort de 1857, Salito, là, il y a une cabane dans un bois, là. Comme il a dû probablement en habiter une ou en rêver d'en avoir une, voilà. On sent qu'il est quand même, il est près de la nature. On sent qu'il connaît un peu. Elle est très belle cette gravure. Elle est très très riche. En fait, il y a 4 représentations un peu de l'homme ou de la mort, parce qu'on voit un homme singe un peu d'un côté, on en voit un près d'une mare. Il y a des squelettes qui sont en haut des arbres. Il y en a partout. Il y en a partout. Non, c'est truculent. Ça fait presque artiste du Nord, quoi. Il y a aucun doute que. Et même dans le ciel, je vois en haut à gauche. Il y a comme le visage, ce qui serait peut-être la figure d'un dieu ou de je sais pas quoi. Et même dans ces nuages, ils sont très curieux. Ah, j'adore ces nuages. Ouais, ils sont très curieux. Ces espèces de boudins, de saucisses, de tripas qui s'enroulent l'une sur l'autre. Là, c'est vraiment curieux, quoi. C'est un univers. Non. Puis alors lui aussi, il sait manier la lumière, la lumière et l'ombre. Ah, complètement. C'est ça. Ouais, souvent les gravures, c'est un peu plat, etc. Ça, sont des lithos. Hein. Mais là, lui, il manie vraiment très très bien le noir et blanc, le clair-obscur aussi, et puis ces arbres en forme d'être humain encore, et bien entendu partout, les squelettes. Il y en a un peu partout sur les branches, ces oiseaux qui ressemblent à des lapins qui ressemblent à des oiseaux, enfin bref, c'est quelque chose d'assez étonnant. Voilà. En fait, ce qu'on peut dire effectivement, c'est que Brédin est resté comme un artiste solitaire qui a consacré sa vie à exprimer ses rêves personnels, intérieurs, et qui s'est pas du tout préoccupé de ses succès ou pas, quoi. Voilà, c'est comme disait Piquet-Cous, c'est les artistes tels qu'on les aime. Il y en a évidemment très peu dans l'histoire de l'art, même récente, surtout récente d'ailleurs, qui soient pas obsédés par le succès, la réussite, l'argent, etc. Dans cette veine-là, on avait Taillandier. On avait aussi celui qu'on a vu à Gournay, c'était Eugène Carrière. Voilà, c'était Eugène Carrière. Il était aussi il n'est pas mort dans la misère, il vivait pas dans les cabanes en torchis, mais il a eu une rigueur, une éthique toute sa vie assez, comment dirais-je, remarquable, qui donne envie d'aimer ces gens-là. Et là, je vois aussi Brédin, il a fait le port de pêche au clocher, mais c'est toujours hyper chargé, un truc très fantastique. Sa maison, c'est là où je peux qu'on voit une maison derrière, l'arrière-plan qui est très très fantastique. Oui, tout à fait. Oui. C'est en même temps, on sent un métier, une assurance dans le travail, quoi, qui est assez remarquable aussi, parce que c'est pas du gentil, ça effleure pas, si vous voulez, la pierre, là, ça y va, ça la travaille au fond, quoi. Voilà. Mon rêve, 1883 aussi, c'est toujours un peu, ça frise beaucoup avec le fantastique, ça flirte, ça fait même l'amour avec le fantastique. La baigneuse et la mort aussi, c'est quelque chose, hein. Je veux dire que là, on est confronté au mystère au romantisme, quoi. Voilà, tout simplement. Pas la peine de chercher des formules alambiquées pour dire des choses simples. Mais bon, il a joué un clocher
clocher dans le port de pêche au clocher. Vous voyez ce clocher, mais c'est invraisemblable de sa fourmille de taches, de traits, de détails absolument incompréhensibles. Mais enfin bon, il y en a en tout cas. C'est vraiment on sent que c'est pas quelqu'un de vraiment léger dans sa tête, quoi. Il doit être assez tourmenté. D'ailleurs, s'il l'avait pas été, avec la vie qu'il menait, le tourment était toujours un compagnon. En tout cas, je crois, il me semble. Non, toutes ces maisons là, dans le port de pêche au clocher, vous examinez. Mais il faudrait voir les estampes en vrai, quoi. Mais vous examinez. C'est une prolifération de choses qui s'accrochent, qui s'enchevêtrent, qui se superposent, voilà, c'est vraiment, on pourrait dire une lithographie truculente. Ouais, à découvrir, hein, quand même. Et vous êtes toujours et encore, et pour plus longtemps maintenant, certains vont pouvoir pousser un ouf, et d'autres vont dire merde déjà. Enfin, on sait pas, hein, on suppute, hein, comme d'habitude. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ça c'est dit, hein, sans maître, c'est redit, et sans publicité, au cul Bolloré. C'est un petit codicile comme ça, un peu, je sais, c'est comme un peu trivial, mais enfin bon, pour Bolloré en même temps, bon, il fait pas de la finesse non plus, lui, hein, on peut pas dire. Voilà, une émission qui était consacrée à la gravure au Petit Palais de l'estampe visionnaire de Goya à Redon. Voilà, qu'on a été empêché de voir à cause de quelques vigiles irascibles qui se la pétaient avec l'état d'urgence. Voilà, ils aiment bien, hein, se mettre en valeur, ces glands. Alors en même temps, je les plains parce que bon, d'en être réduit à de tels expédients, c'est pas le joli, hein, c'est pas ce qui va compter dans leur bio. Bon, enfin, passons. Ou peut-être que si, remarque, ils pourront s'en vanter pour se faire embaucher par quelques institutions qui ont besoin de se la jouer. Bon, allez, j'arrête mes conneries. Alors, exploit de Parroquet, Dominique. Alors, on va passer aux expositions. Alors, première exposition, donc on va quand même parler de celle du Petit Palais, hein, donc c'est jusqu'au 17 janvier. Mais n'y allez pas. Moi, je dirais pas ça parce que quand je vois le bouquin, tout le monde n'a pas la chance d'avoir des bibliothèques aussi bien que celle de Montreuil, aussi riches en tout cas. Donc, c'est vrai que le livre, je pense, donne une belle idée de cette exposition, mais c'est un peu frustrant de ne pas voir les œuvres quand même. Alors, il y a Marie-Christine Béguet, qui est une copine graveuse, elle qui est dans le sud de la France, donc ça c'est pour nos auditeurs en vadrouille ou qui résident dans le sud. Une exposition qui s'appelle Art présent, qui a démarré donc le 27 novembre et qui dure jusqu'au 6 décembre à Villeneuve-les-Avignon, dans la tour Philippe le Bel. Il y a une trentaine d'artistes là qui présentent leur travail. Il y a un numéro de téléphone éventuellement. Pour les renseignements, c'est le 06 37 42 19 68. Un très bel espace. Ouais. Un très bel espace. Il y a une exposition de Géraldine Alibeux. C'est une illustratrice que tu connais, je crois, Robert. Une copine, oui. Ouais, une copine. Une exposition, Le Grand Avenir, c'est à partir du jeudi 3 décembre. Et là, c'est au Musée de Poche. Le Musée de Poche, c'est 41 rue de la Fontaine-aux-Rois, dans le 11e arrondissement. Oui, enfin, c'est pas fréquentable, mais enfin bon. Avec ce qui s'est passé récemment, en tout cas. Il y a une exposition, c'est l'atelier Libère. On avait reçu ici Guillaume Libère, hein, qui est graveur. Donc en fait toute la famille est artiste. Et ils font ils exposent à l'espace Henri Lasson, c'est à côté du marché d'Antony, là où ils ont pas loin de leur atelier. Donc c'est l'exposition de Noël qui s'appelle Arrière-Pays, et c'est le week-end du 12 et 13 décembre. Et aussi très important, il y a le vernissage de l'exposition des planches de Chantal Montelier qu'on a reçu aussi dans cette émission. Elle expose déjà depuis quelque temps à Publico, mais le vernissage est ce jeudi à partir de 19h. Donc Chantal Montelier qui expose donc des planches originales, ouais. Et qui est auteur, elle n'aime pas dire de BD, mais en fait qui a vraiment fait un travail intéressant, qui a fait le livre Tchernobyl, mon amour, là qui vient de sortir La Reconstitution, où elle raconte un petit peu sa vie. Elle a fait aussi des enquêtes, des simili-enquêtes, ce qui lui a permis de parler de Camille Claudel dans La Fosse aux serpents. Donc c'est vraiment une artiste à découvrir, quoi. Oui, tout à fait, assez intransigeante aussi d'ailleurs. Elle est très aimée dans la profession.
profession, apparemment. Voilà, c'est vrai que les éditeurs, ils préfèrent les moutons aux gens qui ont de la personnalité, hein, c'est bien connu. Il n'y a pas que les éditeurs, d'ailleurs. Un peu tous les chefs, quoi, voilà. Mais aussi, je vous recommande aussi l'exposition de Géraldine, hein, parce que bon, c'est à Paris pour les Parisiens, évidemment, hélas, parce que c'est pas en province, mais vous voyez, c'est dans le chaos qui s'installe peu à peu, c'est quand même une plage de tranquillité, de douceur, etc. Voilà, c'est une illustratrice pour enfants, et donc elle fait pas des choses violentes, pas morbides. C'est à partir de textiles, je crois, cette exposition-là, oui. Ça s'appelle Illustration textile. Voilà, tout à fait, voilà. Puis elle fait aussi de la poterie, enfin vous verrez, mais tout ça, c'est un univers, si vous voulez, qui peut permettre de retrouver un petit peu de joie de vivre, un petit peu de bonheur, enfin, si le bonheur existe, enfin, en tout cas, il est toujours très, très fugace, mais en tout cas là, je crois que l'univers de Géraldine peut vous apporter un tout petit moment de paix. Voilà. Bien, et ben écoutez, après tous ces blabla, on va causer des œuvres de la FA, hein? Vous n'êtes pas d'accord? Tant pis pour vous. Alors, bon, les éditions du Monde Libertaire, je fais un petit break en ce moment, en attendant qu'ils sortent des nouveautés, parce qu'à force de faire le tour du catalogue, je crois que j'ai tout fait, plusieurs fois même, donc on va attendre un petit peu, mais à la Librairie Publico, par contre, la Librairie Publico, sur son site, vous pouvez découvrir des publications, hein, il est bien foutu leur site à la Librairie Publico, et là j'en ai trouvé un bouquin, 144 raisons d'abolir le travail salarié. Je répète parce que je bafouille. 144 raisons d'abolir le travail salarié. Voilà. Citation qui déplore, dénonce, vitupère, critique, raille le joug que portent les femmes et les hommes de ce temps. Le travail salarié. Avec son cortège de monotonie, son iniquité, sa pénibilité, son néant, pour tout dire. Voilà. Ces citations sont ordonnées de sorte à décrire d'abord la pesanteur du système salarial, racine du mal, puis les vicissitudes de l'esclavage au quotidien, opposées au saint goût de la paresse, et enfin, pas au saint doux, hein, au saint goût, pas au saint doux, les humoristes, là. Et enfin, le refus, la révolte contre le travail, l'utopie d'un monde sans salariat, pas si utopique que ça, on pourra y arriver avec un peu de bonne volonté. C'est miscellané d'une lecture aisée. J'aime bien le terme miscellané. Il y a des trucs en français des fois qui me réjouissent. Rassemble des formules glanées chez des auteurs conservateurs ou progressistes, sérieux ou fantaisistes, individualistes ou collectivistes. Le désert de Prévert à Claudel, de Marx à Nietzsche, de Céline à Vaneigem, qui tous ont pour point commun de s'être un jour désolés de la servitude plus ou moins volontaire qui rend la vie des hommes si fade quand elle est confisquée par un travail répétitif et aliénant. Offrant un plaisant avant-goût de la résistance possible à une telle ignominie, ce vade-mecum du non-travailleur réjouira tous ceux qui ne communient pas dans le culte du turbin et savent que la liberté ne sera qu'un vain fantôme tant qu'on perdra aux hommes. Édition Insomniaque, 80 pages, 5 €, et c'est signé par un collectif. Moi j'aime bien les collectifs. Et puis donc, alors ça c'est la Publico, hein. Allez Publico, hein. Bon, je vous en reparle dans 2 minutes. Et puis le Monde Libertaire, le magazine de la Fédération anarchiste, l'hebdo, avec son corollaire, comment on appelle ça, mince, j'oublie toujours, enfin il y a un autre bouquin, un autre magazine qui sort aussi, qui est plus complet, qui sort par contre de manière plus erratique. Voilà. Ah oui, je l'avais au bout de la langue, mince. Bon, Dominique, tu peux venir à Moscow. Il y a le Monde Libertaire et le hors-série. Ah bah le hors-série, vous pourriez m'aider vous aussi, hein, au lieu de ricaner là derrière vos postes, là à côté de vos postes. Bon, voilà le hors-série, et ça c'est en dépôt de presse à la Librairie Publico, ainsi que la possibilité de s'y abonner, qui est, vous savez, je le répète et le répétera jusqu'à ma mort, qui est évidemment le pain
le miel des publications alternatives surtout, voilà. Sans abonnés, on va pas très loin. Alors, s'il vous plaît, abonnez-vous, réabonnez-vous. Et si vous avez un peu de maille en plus, ce qui est pas aujourd'hui une chose très courante, enfin ça peut arriver quand même, vous leur enfilez une partie aux publications libertaires et qui en ont bien besoin pour continuer à publier et à vous réjouir le nerf optique. Je suis vraiment de plus en plus mauvais. Bon, la librairie Publico. Alors, la librairie Publico, comme je vous le répète, elle a besoin de vous. Tiens, elle aussi, c'est curieux, ça. C'est un espace militant accessible toute l'année, avec des milliers de livres, et puis des revues, et des DVD, des CD. Des milliers de livres, c'est peut-être un peu exagéré quand même. Bon, beaucoup de livres, quoi. Alors, il y a toutes des CD, des DVD, des flyers, des affiches, etc., etc. Alors, vous pouvez trouver tout ça à la librairie Publico. Et vous pouvez aussi, évidemment, leur adresser un chèque à l'ordre de Publico, 145 rue Amelot, 75 011 Paris, métro Oberkampf, fille du Calvaire, République, aussi, on peut y aller à pied, à cheval, en voiture. Non, pas en voiture, pas en voiture, à pied, à cheval, en vélo, et en transport en commun, voilà. Alors, vous pouvez aussi payer tout ça en espèces ou en carte bancaire directement à la librairie, sur notre site, librairie-publico.com. La librairie Publico, où notre camarade Laurent, le permanent, vous reçoit, vous indique, si vous lui demandez où trouver ceci ou cela, il connaît tout ça comme sa poche, puis il est toujours à l'écoute. Et vous pouvez lui poser des questions, évidemment, sur le mouvement libertaire, etc., et il vous répondra gentiment, parce que lui, c'est un militant de la Fédération anarchiste. Voilà. Et puis, alors vous avez bien compris. Ah oui, il y a aussi les amis de, Publico, il y a une souscription, et puis etc. Bon, bref, faut pas que je mélange tout. Là, je fatigue. Et puis Radio Libertaire que vous écoutez en ce moment, qui est la radio de la Fédération anarchiste. J'espère que vous en êtes aperçu, vous êtes réveillés quand même à ce point-là pour savoir que c'est les anards qui vous causent dans le poste là, qui émet depuis Paris, ça oui, et diffuse aussi sur Internet http://écoutez.radio-libertaire.org. Mais entre nous, vous mettez sur le net, vous mettez Radio Libertaire, vous cliquez et vous serez sur Radio Libertaire. Voilà, pas de souci. Alors Radio Libertaire, évidemment, a aussi des frais et fait aussi appel à vos thunes sous forme de souscription, sous forme d'une association Les Amis de Radio Libertaire et sous forme d'une carte d'auditeur donativo, c'est-à-dire que vous donnez ce que vous voulez. Enfin, donnez pas 10 centimes quand même. Si vous pouvez pas faire autrement, vous donnez 10 centimes que vous aurez volé à un pauvre. Voilà, pourquoi pas après tout. Et ça nous aidera, si vous voulez, à continuer à émettre dans les meilleures conditions possibles. Voilà, parce qu'on a du matos comme high-tech, on a des copains qui s'occupent de ça d'une manière high-tech, mais bon, ça coûte, voilà, tout simplement. Alors, si vous avez, je vous dis, de la maille en plus, pensez à nous, pensez aux œuvres de la FA, Radio Libertaire, la librairie Publico, le Monde Libertaire et le hors-série et les éditions du Monde Libertaire. Tout ça, ça doit rester dans vos têtes et dans votre porte-monnaie. Non, ça doit sortir de votre porte-monnaie. Bon, voilà, j'ai fini de vous ennuyer avec mes conneries. Alors, on fait un petit coucou comme traditionnel quand on y pense ou surtout quand on a le temps à Claude, André, Claudine, Christiane, Annick, Karine, Luc pour ses commentaires, Patrick Kipper pour ses spectacles, à Claude et William, à Adé, à Marcel, à Jean-Paul Souvraz, à nos staliniens préférés. Jean-Claude, on connaît son prénom. Et Jean-Claude, un petit truc quand même entre nous. Tu peux aller dans une bibliothèque, je sais pas où tu habites, mais il y a certainement une bibliothèque municipale. Alors si tu as besoin d'approfondir tes connaissances sur les choses dont on parle ici, t'y vas. Regarde Piquet-Coup, elle, c'est là qu'elle chope tous les livres pour faire les émissions. C'est gratuit en plus. C'est gratuit en plus, Jean-Claude. Merde alors. Et Françoise et Christiane. Alors Françoise, peut-être, on est très heureux de recevoir tes coups de fil, mais de temps en temps, il faut savoir aussi se modérer les auditeurs, pas mobiliser le téléphone toute la matinée non plus. Bon, Christiane et Jean du Val d'Oise, qui nous fait bien marrer parfois. Voilà, et l'émission est à l'écoute pendant un mois en podcast ou sur notre blog à Racaille, elle l'est pour toujours. Oh là là. Allez, salut les copines, les copains. À la semaine prochaine.
si vous le voulez bien. Oui, alors merci pour votre écoute, vos interventions. Je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous recevons Dimitri Ioannidis, qui a participé à une série de bandes dessinées chez Glénat sur les grands peintres, en fait. Voilà. Au revoir à toutes. Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mí a cuantos sufren y canto respirando. Cante, canto y cantando más allá de mis penas personales. Me ensancho, me ensancho. Quiero daros vida, provocar nuevos actos y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo.